À toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, j'ai convié en plateau Georges Anagonou, qui est socio-anthropologue, analyste politique. Il sera face à Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique également. Ensemble, ils essaieront de passer au pain fin l'actualité sociopolitique nationale, notamment l'activité politique, pour ne pas dire le meeting politique qui a été organisé par le vice-président à l'Assemblée nationale, l'honorable Léon Basile Arrossi, qui est également candidat élu sur la liste du parti politique Les Démocrates. Il a organisé un meeting politique en faveur de la candidature de Romuald Wadahi à l'élection présidentielle de 2026. On va en parler. On va parler également de ces propos de l'honorable Issa Salifou qui défraie la chronique et suscite beaucoup de commentaires et d'analyses. On parlera également de ces propos également du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, propos tenus lors de la vulgarisation du projet de loi, de la proposition de loi portant révision de la Constitution. On en parlera également et sans nul doute, avant d'entamer ces différents sujets, un petit commentaire sur la présence du Parti politique des démocrates parmi les 5 formations politiques qui devront compétir pour les élections législatives de 2026. Mais avant de retrouver mes invités, le menu vous le connaissez si bien, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion qui ce jour s'intéresse à la manifestation de l'intuition. Comme intervenant, j'aurai avec moi Elisabeth Iladja, Romaric Discourbenou et Francis Ola Farami. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'organisation des élections législatives du 11 janvier 2026. Les partis fixés, 5 en lice, mentionne le Canard. Il écrit que pour les législatives de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a donné carte blanche à 5 formations politiques, à savoir la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, le Bloc républicain BR, l'Union progressiste Le Renouveau UPR, les démocrates LD et Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Désormais, elles devront chacune, notamment ces formations politiques, de son côté, tout mettre en œuvre pour réunir, autant pour moi, le suffrage nécessaire afin de lever des sièges pour le compte de la prochaine législature. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: fonctionnement de l'administration publique, la digitalisation complète de l'appareil judiciaire annoncée. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: masterclass nationale sur la sécurité des soins au Bénin.
L'autorité de régulation du secteur de la santé renforce la prévention et la gestion des incidents médicaux. À l'oreille droite, journal École, les démocrates, quelques têtes de liste retrouvées, notamment quelques têtes de liste à travers les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin manchette, parle également comme l'informateur des législatives du 11 janvier 2026. 5 partis politiques confirmés, les positionnements sur le bulletin unique, la règle des 20% l'os dans la gorge de les démocrates, mentionne le canard. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Parfait Dénou, conseil conjugal à propos de la masculinité positive. Je cite, il faudra encourager les hommes à exprimer leurs émotions, à reconnaître leurs limites. Fin de citation. Retrouvez ces propos retranscrits à la page 2. Le matinal législative du 11 janvier 2026 au Bénin, 5 partis politiques définitivement retenus. En illustration, la photo du bulletin unique. Le canard mentionne FCBE, UPR, BR, Mouel Bénin et LD. Sur la ligne de départ, le positionnement des logos sur le bulletin unique dévoilé. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison. Agence nationale de gestion des marchés, 18 espaces marchands mis en service en 17 mois. Matin libre ce matin, législative de 2026. Les dessous de la participation des démocrates sont à découvrir à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, assistance aux malades en dialyse. Le geste d'amour de la CBF et Biafrica est à retrouver à la page 3. Le Béninois libéré, candidature validée, place confirmée. Le bloc républicain prête pour la bataille des législatives de 2026, mentionne le canard à l'oreille droite de sa une. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, parle du salon de l'emploi et des compétences SALEC 2025. La NPE facilite l'accès de 2000 jeunes à l'emploi. L'article qui renseigne à la page 3. Secteur bancaire, la BITC ouvre son premier bureau régional à Abidjan. Le Figaro national, Sénat, Commission électorale nationale autonome, législative de 2026. Les démocrates font leur grand retour. En illustration, la photo du président de la Ligue de formation politique, Thomas Boniaï, qui est également ancien président de la République. Filao News ce matin, la 6e circonscription électorale face aux enjeux des législatives de 2026. Corneille Atindeou, un cavalier de luxe dans l'écurie du bloc républicain, un baroudeur politique, une candidature qui sublime la liste du bloc républicain selon le canard. Après la validation de sa liste pour les législatives de 2026, le parti politique Les Démocrates désormais dans le starting block. La déclaration de feu de Guy Mitok pour tête de liste dans la 16e circonscription électorale est à découvrir dans les colonnes de la livraison. Jack Bata, La Lumière et ma loi, législative de 2026. 5 formations politiques franchissent l'étape décisive de la Commission électorale nationale autonome Sénat présidentielle de 2026. L'honorable Basile Akhossi apporte son soutien à Romuald Wadaï à travers le mouvement Les Ambassadeurs de Romuald Wadaï. Le pays émergent, législative du 11 janvier 2026, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, à la tête du commando de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 21e circonscription électorale. Le bloc républicain en difficulté surtout à s'acquitter. De quoi parle le canard? Retrouve des détails dans les colonnes de sa livraison. Toujours à la une de Le Pays émergent pour conclure. Élection communale de 2026, Félicien Valère Assou, chef quartier de Kindonou, porté en tête de liste Union progressiste Le Renouveau dans le 9e arrondissement de Cotonou. Un choix salué, symbole d'un leadership enraciné dans les réalités de terrain. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public ce lundi la liste des partis politiques définitivement enregistrés dans la compétition aux législatives de janvier 2026. Romaric Djessougou-Benou a recueilli les déclarations des représentants
des partis FCBE, Union Progressiste, Le Renouveau et Mouel Bénin. Dans un premier temps, nous avons procédé au tirage du passage, au tirage au sort pour le positionnement des partis sur le bulletin unique. Et à ce niveau, comme résultat, nous avons été positionnés premiers. Donc nous sommes en première position. Une position qui nous caractérise désormais. Parce que dans le cadre des élections communales aussi, nous avons eu la première position. Donc nous avons récidivé. À ceci étant, FCBE maintient sa position de parti aîné, c'est le plus vieux des partis. Et en matière d'élection, nous sommes ex aequo avec les autres partis parce que nous avons participé à toutes les élections depuis que nous avons pris notre récépissé d'existence légale au niveau de l'échiquier politique national. Nous avons été invités par la Sénat pour une cérémonie officielle en double étape. Premièrement, la remise du récépissé définitif aux partis politiques qui sont retenus à l'issue de l'étude approfondie des dossiers. Vous vous souvenez que nous avions déjà reçu le récépissé provisoire et nous nous étions adressés au peuple à travers vos canaux. Aujourd'hui, c'est la fin du processus. Nous avons, au même titre que 4 autres partis politiques, reçu notre récépissé définitif. L'Union Progressiste, Le Renouveau, a reçu son récépissé définitif aujourd'hui des mains de la Sénat. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier une fois encore toute l'équipe de la Sénat pour le travail professionnel qui se fait et à travers vos canaux aussi, dire à l'ensemble de nos militantes et militants, Union Progressiste, Le Renouveau, que le plus grand parti politique du Bénin, leur parti politique, est bel et bien dans la course pour les législatives et très bientôt, rendez-vous sur le terrain. Mouel Bénin se sent très honoré d'être ici ce soir pour recevoir son visa, le visa qui lui permet d'aller en compétition pour les élections législatives du 11 janvier 2026. C'est avec la grâce du Seigneur que nous remercions de tout cœur que nous sommes là ce soir. Nous sommes donc venus chercher notre récépissé définitif après toutes les études, après la complétude des dossiers, les études approfondies de chaque dossier. Nous avons pu recevoir ce document précieux ce soir qui nous donne un laissez-passer pour aller sur le terrain. Tout ce que nous pouvons vous dire ce soir, c'est que nous sommes prêts à aller sur le terrain. Nous allons mouiller le maillot. Je passe un mot à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de Mouel Bénin, au nom du président Jacques Ayadji, que nous représentons ici ce soir, et de tous ceux-là, Moéliens, que nous avons l'habitude de dire, tous ces Amazones et ces soldats de Mouel Bénin qui sont prêts à aller sur le terrain. Nous leur disons, n'hésitez pas, leur à sonner et allons chercher ce que nous avons comme ces âmes à ramasser sur le terrain. On suit à présent les représentants des partis Bloc républicain et les démocrates, toujours au micro de Romaric Benou. Militants et militants du Parti Les Démocrates, chers compatriotes, peuple béninois, soutien indéfectible du Parti Les Démocrates, je voudrais profiter de cette belle occasion pour vous informer que le Parti Les Démocrates, votre parti, vient de recevoir le récépissé définitif qui consacre sa participation effective aux élections législatives de janvier 2026. Notre participation aux élections législatives consacre notre préparation au dossier que nous avions fourni à la Sénat. Et cette fois-ci, nous participerons effectivement à cette élection. Je crois que c'est le lieu
au nom du président du Parti blanc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané, de remercier le président de la Sénat, les membres du Conseil électoral, le directeur général des élections, ainsi que les cadres techniques qui ont travaillé à l'aboutissement heureux de ce processus qui a été fait dans la transparence totale. Nous l'avons tous salué. Les différents partis l'ont salué. Nous sommes vraiment heureux parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas donné à tout le monde. Ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature qui sont retenus. Ça veut dire qu'en amont, il y a un travail sérieux qui a été fait. Et c'est aussi le lieu de remercier tous les camarades à divers niveaux qui ont pu accompagner le secrétariat exécutif en fournissant des dossiers propres, des dossiers au grand complet, pour qu'aujourd'hui on puisse nous décerner ce satisfecit-là. Et je voudrais en même temps vous dire que nous avons tiré la position 3, comme la dernière fois d'ailleurs, pour ce qui concerne les élections communales. Le chiffre 3 veut dire beaucoup de choses. Chez nous, pour préparer, il faut 3 pierres. C'est ça qui témoigne de l'équilibre. Cette fois-ci, ça veut dire que le Bloc républicain sortira la première force politique du Bénin. C'est évident, ça s'observe. Nous allons y travailler sérieusement. Dans un autre registre, chers amis internautes, le Fan Club Romuald Wadagne, avec à sa tête son coordonnateur national Joël Alagbi, a procédé à l'installation officielle de sa première représentation dans le Nord. Il s'agit de la coordination de la Donga. C'était le 30 novembre dernier à Djougou en présence des autorités politiques et administratives de la ville. Le reportage avec Anel Vianidou. Inauguration du siège départemental de la Donga, du fan club Romuald Wadagne et installation de ses coordinations communales de Djougou, de Basila, de Kopago et de Waké. Un cadre idéal pour renforcer l'ancrage du fan club Romuald Wadagne et s'assurer une victoire éclatante dans la Donga. C'est la Donga qui parle. Aujourd'hui, c'est la Donga qui avance. Aujourd'hui, c'est la Donga qui se met en ordre de bataille. Nous installons nos coordinations communales et nous consacrons l'ouverture du premier siège départemental du fan club Romuald Wadagne dans le nord du Bénin. Ce que nous construisons ici dépasse un simple cadre politique. C'est un mouvement populaire, citoyen et patriotique. C'est l'expression de la maturité politique de la Donga. C'est une force organisée, prête pour le grand rendez-vous de l'histoire. Notre engagement prend racine au cœur du septentrion et il ne s'arrêtera plus. Un engagement matérialisé grâce aux efforts des camarades Charles Yaya et Nabil Traoré, leaders politiques de la Donga. Une action de décentralisation du fan club Romuald Wadagne qui symbolise la volonté de l'organisation d'agir dans tous les départements du Bénin. Désormais, les coordinations sont outillées et l'ordre de bataille est lancé. Vous devez incarner nos valeurs, c'est-à-dire la discipline, la solidarité, le travail bien fait et surtout la loyauté envers la vision qui guide nos actions. Notre mission est claire. Renforcer la mobilisation, fédérer toutes les énergies positives, valoriser le mérite et tendre la main à toutes les filles et à tous les fils de la Donga qui croient en un Bénin plus solidaire, plus prospère et plus juste. La danse a changé. L'heure a sonné. L'heure a sonné et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez devant vous des combattants. Les têtes que vous voyez ici, monsieur le coordonnateur national, c'est des guerriers. C'est des guerriers. Et je peux vous assurer qu'avec eux, la victoire est déjà en poche. Je voudrais juste dire, nous inviter tous à maintenir le cap et à nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Ne lâchons pas. Gardons bon. Et Inch'Allah, tous autant que nous sommes, nous allons en tirer les profits pour le développement de notre département. Les autorités de la Donga n'ont pas manqué d'accompagner cette initiative. Les partis de la mouvance présidentielle se sont réunis pour désigner M. Wadagne comme le candidat de la mouvance aux prochaines élections présidentielles, et ce, à l'unanimité. Si cela a été fait ainsi, c'est que
La personnalité de Ruben Wadani en dit quelque chose. Il vous a demandé d'aller dans vos différentes contrées pour sensibiliser vos proches sur les bonnes actions menées par le gouvernement. Le fan club Romuald Wadani, avec à sa tête le coordonnateur national, Joël Alagbé, a répondu à l'invitation d'un de ses membres, le camarade Salifou Maman, candidat du bloc républicain dans la Donga, pour participer à la fête de la Chicotte. Une richesse culturelle du septentrion qui mobilise des milliers de participants. Après cette étape, une délégation du fan club Romuald Wadani a répondu à l'appel d'un regroupement d'associations du Borgou à Parakou. Ces derniers ont manifesté la volonté d'adhérer au fan club pour la victoire du ministre d'État à la présidentielle de 2026. J'ai trouvé que c'est du sérieux et pour le dire, je peux dire qu'en tant qu'autochtone, fille de Parakou, je suis la première à me rallier à ce fan club-là. J'ai piqué ça dans les réseaux sociaux et j'ai dit au coordonnateur national, je partage les mêmes idéaux que le futur président Wadani. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Et là, nous avons commencé à échanger. Le fan club Romuald Wadani, par cette sortie, renforce ainsi son ancrage dans la Donga et fait ses premiers pas dans le Borgou. Rappelons que toutes ces activités ont démarré par un concert organisé par le fan club Romuald Wadani dans la ville de Djougou au profit des populations de la Donga. Et puis ouvert en octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET connaîtra son verdict le 15 décembre 2025. Condamné en première instance à 2 ans de prison ferme et une amende de 1 million de francs CFA pour des faits requalifiés en injure à caractère politique de diffusion de fausses nouvelles, Steve Amoussou avait fait appel. Les faits initialement reprochés à l'accusé sont des faits de harcèlement électronique, de diffusion de fausses nouvelles, d'incitation à la rébellion. Un autre son de cloche, l'économie béninoise entre 2006 et 2016 a été en débat sur Esaü TV ce week-end. De passage sur l'émission L'invité de ce dimanche 30 novembre, Olivier Domingo, consultant marketing et analyste politique, lors de son intervention, a fait une rétrospective de l'économie béninoise. On suit un extrait de son argumentation au micro de Kales Epifane Kitomen et Nasserine Fatoumi. On aurait parlé de 2006 à 2016. Oui. On n'a pas senti réellement un développement économique dans notre pays. Au contraire, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes sociaux. Les étudiants, les diplômés qui demeuraient sans emploi. Il n'y a pratiquement pas eu de création d'entreprise, à part peut-être une usine de cimenterie qui avait été créée. Et franchement, le Béninois est resté sur sa faim. Une période où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été embauchées par l'État, c'est possible, mais ce n'est pas l'État qui fait le développement économique d'un pays. C'est les entreprises qui font le développement économique d'un pays. Et malheureusement, à ce niveau, il y a eu un grand déficit. Et la preuve est que le nouveau régime a hérité de cette situation et ça s'est empiré. Aujourd'hui, beaucoup pensent que tout le tort est rejeté au nouveau régime, mais en réalité, c'est un héritage de l'ancien régime. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'actuellement, on a senti un regain, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a de l'espoir. On voit qu'il y a un développement, il y a les bases d'un développement réel qui sont lancées. On voit au niveau des infrastructures qui peuvent booster l'économie, qui sont en train d'être mises en place. On voit des investissements dans certaines entreprises. Mais à ce niveau-ci, pour la plupart, c'est des entreprises qui sont orientées export. Donc, le Béninois ne se sent pas encore réellement, ne sent pas encore le profit, la jouissance des efforts qui ont été faits jusque-là. Suivant à nouveau Olivier Domingo, consultant marketing et analyste politique,
qui, lors de son intervention, a également évoqué quelques aspects à promouvoir pour améliorer le quotidien des Béninois. Pour le développement économique d'un pays, les infrastructures font partie des éléments de base. Il y a les facteurs de base comme les infrastructures, l'électricité, la télécommunication, l'énergie, etc. L'eau, les routes. Et l'eau, les routes, exactement. Donc, et ça, aujourd'hui, je crois que le Bénin, bon, je crois que ça a été reconnu même par la Banque mondiale ou certains organismes internationaux, que le Bénin a fait beaucoup de progrès à ce niveau. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est les acteurs économiques. Vous savez, quand nous prenons un système économique, un circuit économique, nous voyons dans ce circuit, il y a l'État qui organise, il y a les banques et les institutions financières qui sont là pour soutenir les entreprises. Il y a les entreprises qui sont là aussi pour donner un coup de fouet à l'économie du pays, et il y a les ménages. Voilà les 4 principaux acteurs du circuit économique, de façon simplifiée. Et les ménages jouent quel rôle? Ils sont à la fois les employés dans ces différentes structures, que ce soit au niveau de l'État, on les appelle les fonctionnaires. Les fonctionnaires, merci. Ensuite, au niveau des privés, au niveau des banques. Ensuite, les ménages jouent également le rôle de consommateurs. Donc, les produits qui sont fabriqués dans ce pays, c'est également les ménages qui consomment ces produits. Malheureusement, il y a un fait qui se passe: si les ménages n'ont pas le pouvoir d'achat, il n'y aura pas de consommation. Aujourd'hui, la politique de notre gouvernement est orientée export, c'est-à-dire le reste du monde, comme on dit, l'extérieur. Donc, la plupart des entreprises qui s'installent aujourd'hui à Glodipé, par exemple, c'est des entreprises qui produisent pour exporter afin de faire entrer des devises pour permettre maintenant une meilleure répartition locale. Mais parallèlement à cette politique, on devrait également mettre à côté une politique de développement local, de consommation locale, ce qui permettra de permettre aux Béninois d'être plus épanouis, d'avoir une activité, d'être épanouis et de s'insérer véritablement dans le système socio-économique de son pays. Voilà qui met un terme au bulletin matinal de ce mardi. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive de ce mardi matin. On parle tout d'abord des internationaux béninois et bien sûr, on aborde le match de Steve Mounier avec son club en Turquie qui, les deux obtiennent un match nul d'1 but partout à la fin de la rencontre opposant Sansu Sport à Anlan Sport, un nul arraché dans les temps additionnels, notamment hier lundi à l'occasion de la 14e journée de la Ligue professionnelle de football de leur pays. Le capitaine des Guépards a disputé les 12 dernières minutes de cette rencontre, permettant à son équipe d'obtenir un point et comptabilisant au total 16 points avec une 10e position acquise à la fin de cette rencontre. On parle de Junior Olaitan, par contre, qui a obtenu la victoire avec son club Gozepe face à Antalaspor. Junior Olaitan et son club sont sortis du piège de leur adversaire lors de cette 14e journée. Les Guépards ont disputé, le Guépard notamment a disputé les 15 dernières minutes de la rencontre. Maintenant, désormais, son club à la 4e place avec 26 points. On aborde les informations de la Ligue 1 de football à présent où le classement se retrouve comme suit. L'AS Sobemap, le club des manutentionnaires, se retrouve à la première place du classement après la 10e journée avec 23 points. Les Buffles du Borgou se positionnent à la 2e place avec
21 points, 10 matchs également joués. Coton Football Club, le vice-champion en titre, est 3e avec 19 points. L'Autopopo se retrouve à la 4e place avec 17 points, suivi de l'ASPAC, 5e avec 17 points. Dynamo Dabomey, 6e avec 16 points, suivi de Damissa Football Club, 7e avec 16 points. L'AS Cotonou se retrouve 8e avec 14 points. Même point pour les Dragons de Louémé, 9e, 10e Hodio, 11e la JSP, Espoir de Savalou occupe la 12e place, mais avec un match en retard. Les l'US Cavaliers occupent la 13e place avec 9 points. Aema Football Club se retrouve 14e avec 8 points, suivi du SS Craqué, 15e avec 8 points. Banigansé est 16e avec 7 points. Le champion en titre, Dadje Football Club, retourne dans la zone rouge avec 7 points et occupe la 17e place, dernière place pour Asvo qui ne se retrouve toujours pas dans ce championnat. Le club de la vallée Omnisport compte 4 points et est à la dernière place du classement provisoire après 10 journées disputées. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, parlons de l'expression « clouer le bec ». Clouer le bec signifie taire quelqu'un brusquement, l'empêcher de répondre ou de répliquer. L'expression vient de l'image d'un oiseau dont on cloue le bec pour l'empêcher de piailler. Une façon imagée de dire réduire quelqu'un au silence. Exemple d'utilisation, sa réponse bien argumentée a cloué le bec à tous ses détracteurs ou encore, en montrant les preuves, il a cloué le bec à tous ceux qui doutaient d'elle. Et voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Viviane. D'origine latine, Viviane signifie vivante. Les Vivianes sont souvent perçues comme des femmes déterminées, intuitives et très fines d'esprit. Au travail, Viviane est organisée, fiable et perfectionniste. Elle sait analyser les situations avec calme et trouve des solutions efficaces. Côté cœur, Viviane est sensible, loyale et très attachante. Elle a besoin de stabilité émotionnelle et d'un lien sincère pour s'ouvrir émotionnellement. La couleur associée à Viviane est le bleu. Nous souhaitons alors une très belle fête à toutes les Vivianes et c'est tout pour le prénom du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, vous profiterez d'un élan d'optimisme dont vous avez besoin pour reprendre le taureau par les cornes et aller de l'avant. C'est donc avec détermination et fougue que vous vous affairez à vos diverses tâches et montrez vos compétences. Amis taureau, vous aspirez à vivre des aventures inspirantes, des histoires qui vous soulèvent de terre. Certains disposent d'atouts majeurs pour poser les jalons d'un projet de vie qui change définitivement leur existence. Gémeaux, restez discrets sur les secrets que vos proches vous ont confiés dernièrement. Cela vous évitera de gros ennuis ultérieurs par ailleurs. Restez logique et pratique en ce qui concerne vos démarches administratives ou juridiques. Si vous êtes du signe Cancer, votre journée a toutes les chances d'évoluer positivement en direction de vos idéaux. Vous gérez bien mieux. Vos ressentis saurez les partager avec ferveur et surtout une chaleur toute communicative. Amis Lion, vous aurez des satisfactions à travers vos relations avec les plus jeunes et notamment les enfants. Votre apparence physique sera votre préoccupation. Vous y gagnerez à vous soigner également de l'intérieur. Surveillez davantage votre équilibre alimentaire. Chers amis vierges, vous êtes davantage conscient de vos atouts pour convaincre, mais vous avez besoin de renforcer vos liens amicaux avant d'agir. Vous faites des efforts dans la bonne direction dans votre vie amicale. La reconnaissance est au rendez-vous aujourd'hui. Balance à présent, vous allez recevoir une bonne nouvelle dans la journée. Pas de nuages en vue. Vous pouvez avancer sans encombre. Vous perdrez du temps en véhicule et cela vous épuise. Ne cherchez pas plus loin les raisons de votre fatigue.
Amis Scorpions, l'arrogance de certaines personnes vous irrite plus que d'habitude. L'humour reste votre meilleure protection. Au moins, vous avez l'occasion d'apprendre l'autodérision et de mettre un peu plus de légèreté dans vos échanges. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre charme opère et envoûte vos interlocuteurs. Profitez-en pour nourrir un courant magnétique entre vous et les autres. C'est l'occasion de créer des liens profonds. Chers amis Capricorne, recentrez-vous sur vos priorités. C'est le moment d'agir en direction de vos objectifs. Vous auriez besoin d'un bon tour de cadran de sommeil pour véritablement recharger vos batteries. Malgré cela, votre forme est excellente. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, jovial et résolument optimiste, vous saurez communiquer votre bonne humeur avec aisance. Vous atteindrez le meilleur de votre vitalité. En vous mettant en mouvement, vous avez besoin d'évacuer du stress. Poisson, pour finir, prouver votre valeur morale n'est pas difficile. Profitez-en pour tourner la page sur certains aspects du passé. C'est en restant au calme que vous êtes le plus efficace. Vous avancez avec de bonnes méthodes et le sens de la stratégie. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Le panel de discussion, on s'interroge à savoir, est-ce que l'on doit se fier à son institution pour prendre des décisions importantes? Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Bonjour à vous, Romain Guizou. Bonjour à vous également. Merci d'être là. Elisabeth Iladia, est-ce que l'on doit se fier à son institution? Je pense que parfois, oui, on doit se fier à son intuition et parfois non. Pourquoi parfois oui, pourquoi parfois non? Bon, parfois, je pense que, surtout quand le temps manque, je pense que c'est l'intuition qui nous aide. C'est-à-dire qu'on se dit que bon, tu dois faire quoi dans cette situation par exemple, et puis on écoute juste son cœur et on prend la décision. Francis Fahmi, première question. Je dirais non, parce que généralement l'intuition est influencée par nos émotions. Ce n'est pas parce que je manque peut-être de temps que je vais me fier à mon cœur. Mon cœur, c'est juste un organe. C'est juste par rapport à ce que je ressens sur le moment que je vais prendre une décision. Donc, pour éviter des regrets, il vaut mieux plutôt peser le pour et le contre avant de s'engager dans quelque chose. Avant de s'engager dans quelque chose. Oui, merci beaucoup. Non, c'est gratuit. Oui, c'est toujours gratuit. Et moi, je crois que, comme Francis l'a dit, je ne veux pas me baser sur ce qu'il a dit, mais l'intuition, en fait, c'est une réaction émotive. Et donc, lorsque vous devez prendre de réelles décisions qui doivent impacter, qui pourraient impacter un certain nombre de personnes, il ne faut pas simplement se fier à son intuition. Il faut chercher des preuves, il faut chercher des exemples, il faut faire des comparaisons. Et il ne faut pas prendre des décisions quitte à mettre à mal la vie de quelqu'un, la vie d'une personne qui se retrouverait dans la situation dans laquelle vous vous trouviez. Donc pour moi, l'intuition, oui, il faut se fier à son intuition, mais pas dans toutes les circonstances, surtout lorsque ce n'est pas seulement vous, votre vie, qui est en jeu. Si c'est vous, si c'est propre à vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous fier à votre intuition pour prendre des décisions qui vous concernent personnellement. Mais lorsque ça engage déjà la vie d'une ou deux personnes, il ne faudrait pas que ça impacte leur vie de façon négative. En fait, oui. Moi, je pense que quand on se dit que c'est un sentiment, et c'est ça en fait. Je pense qu'on est tous émotifs en fait. Donc parfois quand le temps manque, on est obligé de se fier à son intuition. Sinon, on n'arrivera même plus à prendre des décisions en fait. On sera là à réfléchir jusqu'à ce que bon, le temps soit écoulé en fait. Et puis il y aura même plus de décisions à prendre. Parce qu'en réalité, il y aura même plus de situations et plus de problèmes en fait. Donc je pense que parfois, il faut vraiment se fier à son intuition. Oui, je crois. Bon, c'est la même chose. Il y a une question qu'il faut résoudre déjà. C'est quoi l'intuition concrètement? Bon, moi, je pense que l'intuition, c'est d'abord un sentiment ou une sensation intérieure, en fait, qui nous fait prendre des décisions sans raison vraiment valable, en fait. Francis Fahmi, vous êtes approbateur de sa définition? Oui, je dirais que c'est comme une voix intérieure qui vous guide parfois en fonction de vos sentiments du moment. Romaric, vous? Oui, ce ne sont que des mots français qui définissent le mot français, un autre mot français. Donc, je suis d'accord. Je parle de votre appréhension. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. C'est une voix intérieure qui nous dit il faut prendre telle décision, il faut marcher selon telle règle, selon telle pensée. L'intuition est-elle divinisée ou divinatoire? Je ne peux parler de diviniser.
On ne peut même pas parler de divinatoire. Non, on ne peut même pas. Je crois Bon, que... je pense que pour ceux qui sont vraiment spirituels, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment ancrés dans la spiritualité, ils diront que bon, c'est divinatoire. Bon, c'est propre. Francis Fahmy? Pour moi, je pense que c'est juste un sentiment. Mais est-ce qu'on peut forger son intuition? Est-ce qu'on peut malaxer son intuition à concourir à des prises de décision conséquentes dans certaines situations? Ça par contre, je crois que ça passe. L'intuition, déjà, l'intuition, je pense que ça dépend aussi de votre vécu. Il y a dans certaines situations, en fonction de votre vécu, votre intuition peut vous guider en fonction de ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que vous avez été déjà confronté à ce genre de situation? Si oui, votre intuition peut vous proposer des solutions qui pourraient vous éviter des problèmes que vous avez eu entre-temps. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il faut tout le temps se fier à son intuition. Peut-être que les situations sont pareilles, mais les enjeux ne sont pas pareils. Donc, l'intuition, ça se forge, oui. L'intuition, ça se forge. Elisabeth, déjà ma question à ton c'est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, avec l'expérience qu'on a eue avec son intuition, on ne peut pas s'en servir pour prédire l'avenir? Non, bien sûr. Parfois, on sait que bon, si j'emprunte ce chemin, par exemple, maintenant, ça va forcément me mener à cet endroit, en fait. Donc, on est sûr au moins à 99%, en fait. Donc, c'est parce qu'en réalité, on a eu quelques expériences avant, même si ce n'est pas personnel, peut-être que quelqu'un d'autre en a eu à côté de nous, ou soit quelqu'un nous a peut-être raconté ses vécus, ou un truc du genre, en fait. Et puis, c'est ancré dans la tête, et puis on se dit que, bon, si j'emprunte ce chemin, par exemple, maintenant, ça va forcément me mener à cet endroit. Et puis, on est sûr à 99%. Sûr à 99%. Comment autant pour moi, lorsqu'on y voit de près et que l'on apprécie un peu l'intuition, est-ce que l'intuition doit être un allié fiable? Oui, il faut se fier à son intuition. C'est comme je le dis. Est-ce qu'on doit en faire un allié? Oui, il faut en faire son allié, mais pas dans la circonstance où ça ne vous engage pas. Mais lorsque vous dites qu'il est fiable, il dit, c'est comme l'oracle. Oui, oui. Lorsqu'on va consulter l'oracle, lorsqu'on va à ce niveau-là, c'est propre à nous. C'est pour prendre une décision qui est propre à nous, qui est liée à nous, notre vie personnellement. Ça ne prend pas en compte la vie des autres. Et donc, lorsque vous fiez à votre intuition, lorsque vous en faites un allié fidèle, il ne faudrait pas que ça agisse sur la vie de l'autre. Parce que lorsque ça commence à agir sur votre intuition, la décision que vous propose votre intuition doit agir négativement sur l'autre. Je crois que vous n'agissez plus selon le fait qu'on considère peut-être que c'est l'oracle, c'est lié à l'oracle. Et donc, de ce fait, il faut que, généralement, on vit des situations, on ne vit pas les situations une seule fois. Lorsque vous faites attention dans votre vie, vous verrez que lorsqu'une situation se produit dans votre vie, vous regardez dans le passé, vous faites une marche à reculons, vous constatez que la même situation que vous vivez actuellement, vous l'avez déjà vécue. Sauf si vous ne faites attention. Moi, il arrive des fois où, lorsque quelque chose se produit dans ma vie, je me dis, le truc me dit, tu as déjà vu ça une seule fois, tu as déjà vu ça dans le passé. C'est qui le truc là? C'est l'intuition en fait, c'est l'intuition, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est une révélation. Quelque chose vous révèle que vous avez déjà vécu ça par le passé. Et tout de suite, vous vous dites, mais quelle décision j'avais prise par le passé? Et c'est cette décision du passé qui influence votre décision du présent. Donc moi, je crois que lorsqu'il s'agit de moi, ma vie personnellement, je dois prendre une décision me concernant professionnellement, spirituellement, relationnellement. Tout ce qui concerne ma vie personnelle, je peux me fier à mon intuition. Mais lorsque ça prend en compte, par exemple, ma famille, ça doit impacter sur mes soeurs, ça doit impacter sur mes frères et soeurs, ça doit impacter sur ma maman, ça doit impacter sur mes collègues. Je ne me fie pas à mon intuition. Je cherche à avoir des exemples. Je fais des comparaisons. Je fais des suggestions, des propositions. Et c'est de par mon expérience, par mon vécu, que je dis, je prends telle décision et ça continue. Ça continue. François Ami? Oui, je dirais que l'intuition, je pense même qu'il faut considérer l'intuition comme un élément à prendre en compte. Ce n'est pas pour autant que ça doit être l'élément le plus important. Dans certaines situations, c'est vrai, il peut arriver quand je veux prendre une décision, par exemple, je me dis, est-ce que, bon, mon intuition me dit, vas-y, je peux le faire. Mais là, ce sont des décisions vraiment minimes. Ce sont des décisions qui n'ont pas vraiment de portée, on va dire. Mais lorsque je veux prendre certaines décisions, par exemple, qui vont
changer le cours de ma vie, que ce soit professionnellement ou relationnellement. Je pense que le plus important, c'est de considérer l'intuition, mais de considérer aussi d'autres données. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je paie? Mais lorsqu'on parle de l'intuition ne prend pas en compte certaines données. Quelqu'un a dit une fois que l'intuition n'est pas mathématique. L'intuition ne connaît pas mathématiques. Mais lorsque vous voulez prendre certaines décisions, il faut prendre en compte certaines données qui sont mathématiques. Donc, quand vous voulez prendre des décisions, il faut vous poser des questions. Qu'est-ce que je vais vraiment y gagner? Qu'est-ce que je vais faire là-bas d'abord? Mais si vous ne voyez pas l'intérêt d'y aller et que votre intuition vous dit d'y aller, je pense que l'intuition peut avoir raison, comme l'intuition... Et souvent même, il arrive que lorsqu'on écoute juste son intuition, on tombe à l'eau. Exactement. Et donc, il ne faut pas tout le temps se fier. Il faut également réfléchir. Il faut prendre des exemples, il faut faire des comparaisons. En fait, je pense qu'il faut plus réfléchir que se fier à son intuition pour éviter des regrets. Oui. Parce qu'après, se fier à son intuition, c'est prendre des risques incalculés, tout simplement. Alors que soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et même si on dit que la vie est faite de risques, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre pour éviter de tomber dans la dépression ou des cas vraiment déplorables. Bon, moi, je pense que même en réfléchissant, tu peux penser que tu es en train de réfléchir, alors qu'en réalité, tu n'as rien dans la tête, en fait. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu penses que tu es en train de réfléchir, mais tu ne réfléchis pas, en fait. Tu te trompes. Donc, parfois, ton cœur te dit que, bon, et cette petite voix te dit que fais-le et oublie. Mais tu es là, tu te dis que non, je dois réfléchir, non, je dois faire ci, je dois faire ça. Alors qu'en réalité, tu peux tout le temps réfléchir, en fait. Donc, moi, je pense plutôt que quand il s'agit des décisions importantes et que, bon, on n'a pas vraiment... On se connaît. Et puis, on sait que, bon, je fais souvent de mauvais choix. Donc, au lieu de rester là à réfléchir inutilement, il vaut mieux suivre son intuition. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de... il y a toujours des risques partout, en fait. Et puis, il y a forcément des conséquences, que ce soit positives ou négatives, en fait. Donc, je pense que se fier à son intuition, ça revient d'abord à soi-même, en fait. On se dit que, bon, c'est pas comme si, bon, même si je suis là et que je passe, je ne sais pas trop, des jours à réfléchir, par exemple, maintenant, je peux toujours faire un mauvais choix, en fait. Donc, on peut tout simplement suivre son intuition et prendre le risque, en fait. Sur le coup, il faut se fier à l'intuition. Merci à tout un chacun pour ce moment d'échange, chers amis internautes, sur ce sujet. Pour conclure, moi, je dirais que lorsqu'on parle d'intuition, je vais peut-être vous faire une petite caricature. Vous voyez un peu, lorsqu'on a un smartphone, il y a cette partie, on active, j'allais dire, les textes intuitifs. Et donc, si vous utilisez déjà ce mode sur vos claviers, s'il est actif, vous allez comprendre un peu à quoi sert l'intuition. Je dirais que c'est cette petite intelligence prémonitoire qui nous plonge dans la prédestinée. Et donc, l'intuition se base forcément sur des vécus, sur un passé, sur des commodités pour pouvoir décider. Et très souvent, elle ne se trompe pas. Lorsqu'on pense qu'elle se trompe, parce que je dis bien on pense qu'elle se trompe, c'est parce que en fait, les raisons de sa décision m'échappent à notre entendement. Parce que pour moi, j'ai l'impression même que l'intuition, elle a des sens divines. Parce que parfois, elle est cette petite voix, ce murmure au fond qui nous donne le courage, même lorsque tout vacille, lorsque nous perdons espoir, lorsque tout nous lâche, c'est elle qui nous dit vas-y et elle nous renforce, si je peux le dire ici. Elle a également cet élément-là qui est comme notre flair. Vous savez, les animaux, ils ont leur flair. C'est cet élément-là qui nous amène à savoir si quelqu'un nous ment, si quelqu'un nous trahit ou si quelqu'un n'est plus fidèle ou n'est plus fiable. L'intuition, parfois, nous conduit vers ces éléments-là. Et très généralement, lorsqu'il commence pas à émettre des informations, c'est souvent en lien avec quelque chose. Vous savez, le test intuitif dans les claviers, c'est par rapport au premier mot que vous avez mis que le test intuitif vous est proposé. Et donc, c'est par rapport aux éléments d'appréciation que vous soumettez à votre intuition que l'intuition, elle, délibère. Et donc, si la délibération nous paraît erronée, c'est que les éléments au préalable étaient sûrement pas rendu ou exposé avec exactitude. Chers amis internautes, à présent, on va passer au débat matinal. Je remercie Francis Fahmy pour son et ses analyses. Je remercie Elisabeth Eladia pour ses commentaires. Pareil aussi pour Romain Gisgogbenou. Merci à tous chacun. À présent, on passe au débat matinal avec Georges Anagonou et Paul-Marie Ruissou.
Le débat matinal de ce matin avec Georges Anagonu, bonjour. Bonjour Carder. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Paul Maïwessou. Tu ne m'as pas laissé dire bonjour aux internautes et à tes collègues qui travaillent avec toi. Bonjour à tout un chacun. Ils sont tous beaux et belles. Ah bon? Beaux et belles. Ils sont tous beaux. Vous ne croyez pas vous-même? D'accord. Paul Maïwessou, bonjour. Mais il faut remarquer que Georges ne va pas saluer aujourd'hui. Donc, je dis quand même bonjour à Georges. Je suis ton aîné, donc à toi de me dire bonjour. Il a été influencé peut-être par l'environnement. Oui, qu'il trouve beau et belle. Peut-être beau ou belle peut-être. Alors, donc, écoutez, bonjour à vous. Merci. Ça fait un moment que je suis passé par ici. Bonjour à Georges, bonjour à tous tes collaborateurs et collaboratrices. Et bonjour aux internautes. Bonjour aussi à la régie qui est assurée ce jour par Orience Romao. Alors, Paul Maïwessou, je vais démarrer par vous. On a constaté que le Parti politique démocrate fait partie des 5 formations politiques retenues pour les élections législatives de 2026. Impression? Aucune impression. Vraiment pas d'impression, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, le président de la République l'a annoncé. C'est lui qui dicte qui va être candidat à quelle élection ou pas. Et donc, naturellement... Vous voulez dire qu'il avait annoncé qu'il serait... Il a dit que les démocrates iront enlever quelques sièges et il y aura la paix dans le pays. Il a dit. Donc, moi, je ne dis pas les trucs en l'air. Il a dit. Donc, il a prévu que les démocrates seraient donc, aux élections législatives. Et nous y sommes, quoi. Donc, aucune impression. Aucune impression pour moi. Je ne sais même pas où en est ce parti-là, où des membres sont tous en débandade par ici, par là. Et puis, bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je souhaite que... parce que, vous savez, un parti politique, c'est derrière un idéal. C'est derrière des valeurs. C'est derrière des convictions. C'est derrière une vision de la société. Ce n'est pas derrière un individu. Ce n'est pas derrière des choses là. Mais le président de la République a réussi son coup. Il a dit qu'il veut embrouiller les... Il ne l'a pas dit mot pour mot. Non, mais écoutez, laissez-moi... C'est un décryptage. Laissez-moi dire, après vous verrez s'il a dit ou il n'a pas dit. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va embrouiller les frontières entre les partis et qu'il n'y aura plus de parti, ce sera un parti, pensée unique ou pas, et puis bon, c'est tout, quoi. Et donc, tout le déroulé que vous avez après, donc les gens qui viennent déclarer du n'importe quoi maintenant, ce n'est que dans la logique de ce que lui a dit. Et puis, c'est lui qui détermine désormais comment le pays doit se porter et comment nous devons nous porter dans le pays. Georges Anagonu, sur la même question. Je voudrais que Paul arrive à accorder au chef de l'État sa liberté de parole et que, en réalité, lorsqu'il dit quelque chose et que ce n'est pas la loi qui le dit, c'est toujours son souhait. C'est toujours son souhait qu'il exprime, comme Paul exprime tous les jours ici, et tous les jours que Dieu crée, je les vois sur les réseaux sociaux, pas forcément ici, bon, enfin, sur plusieurs plateaux où tu es, moi je t'en félicite d'ailleurs, que tu l'exprimes tout le temps. Et donc, le chef de l'État, lui aussi, il est un être humain. Si seulement je pouvais exprimer des souhaits qui se réalisent, comme pour lui se réalisent c'est que tout le temps là. Tu ne sais pas rester fidèle derrière tes souhaits. Lui, il a les moyens. Lui, il a les moyens, c'est vrai. Il est le chef de l'État, le président de la République. Mais il faut dire, non, au fait, même quand on accepte ce que tu viens de dire, c'est une manière d'évaluer notre démocratie. Non, du tout. Si c'est d'évaluer, ça vient de lui, pas de moi. Je peux rester dans mon temps de parole. Et donc, c'est une manière de dévaluer notre démocratie. On ne peut pas dire que avant qu'on aille aux élections, que le chef de l'État connaît déjà les résultats. Si c'est ça, ce n'est même pas la peine d'aller aux élections. C'est vrai, on viendra tout à l'heure à la déclaration de Saleh. Je dirai ce que j'en pense pour ces genres de déclarations. Nous sommes en démocratie et la démocratie, c'est les élections. Et les élections, on ne peut pas déterminer les résultats avant que les élections aient lieu. C'est vrai que des organisations bien précises peuvent faire des sondages d'opinion, mais le résultat de sondage d'opinion n'est jamais le résultat de l'élection avant que l'élection ait lieu. Donc ça, il faudrait qu'on puisse le dire. Moi, je pense que la présence des démocrates aux élections législatives va rendre l'élection beaucoup plus vivante. Il avait comme une torpeur dans le pays de dire pourquoi les démocrates ne sont pas présents aux élections présidentielles, pourquoi ils ne sont pas présents aux élections communales. Et aujourd'hui,
ils sont présents aux élections législatives. À mon avis, c'est une bonne chose. Il y en a qui ont parlé de la liste. J'ai dit, en 2023, on ne connaissait pas grande personne sur la liste des démocrates. Avant d'en arriver, c'est vrai, ça a eu la conséquence que ça a eu, où des gens sans conviction sont devenus démocrates et ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, ce n'est pas ma conviction politique, ça c'est selon moi. Mais leur présence, quand nous observons ce qui s'est passé ces temps-ci pour le début du processus des élections, ce qui s'est passé, et moi je pense que la présence des démocrates aux élections législatives amène un aboutissement, un atterrissage heureux en ce qui concerne le processus des élections que nous allons avoir en 2026. En tout cas, pour cette première partie où il fallait qualifier les partis politiques qui doivent aller aux élections. Il faut reconnaître aussi que ce n'était pas facile d'avoir 3600 dossiers. Lorsqu'on est dans la situation, comme lui-même le décrivait tout à l'heure, des démocrates où il y a eu la débandade quelque part. Donc, ce n'était pas facile d'avoir 3600 dossiers. Pour les communales. Oui, et donc on pourrait comprendre les difficultés que les partis ont eues. Mais pas seulement eux, même les partis de la mouvance, les grands partis. Moi, j'ai entendu parfois Oden Aladate dire que ce n'est facile pour tout le monde. C'est très fastidieux d'avoir 3600 dossiers d'un seul coup. Donc, il peut y avoir des choses. Mais par contre, pour les législatives, je pense que ça fait 208, quelque chose comme ça, dossiers qu'il faut rassembler, dont les gens ont pu les rassembler en un temps record. Moi, cette facilité-là, peut-être, pour les élections à venir, moi je pense qu'on va réagir, on va réfléchir à cette histoire d'avoir 3600 rassembler un seul parti, rassembler 3600 dossiers. Ça, à mon avis, ce n'est pas trop efficace non plus. Et donc, il faudra, heureusement que nous aurons 7 ans pour réfléchir à ce qui va arriver. Et en ce moment, peut-être qu'on va avoir des lois qui vont que les réflexions soient fécondes. Voilà, pour qu'on puisse avoir... C'est pour ça que certains disent que la trêve n'est pas vraiment trêve de réflexion, parce que les réflexions vont continuer. Vont continuer. Très rapidement, pour conclure avec ce sujet-là, donc, wait and see, comment ils vont s'en sortir avec les 20%. Wait and see, mais moi, j'ai de la peine à comprendre que Georges est encore dans l'idée que nous sommes en démocratie, quoi. Donc, oh non. Je ne comprends pas, quoi. Moi, je l'ai dit il y a longtemps, que nous ne sommes plus en démocratie. C'est la démocratie qu'on fait le débat comme ça, toi et moi. Non, mais de plus, non, c'est pas. Écoutez, même en. Est-ce que tu dis ce que tu penses? Même en Russie, même en Chine, on fait des débats. Non, on ne dit pas ce qu'on pense comme ça. On le dit. Rappelle-toi de Tiananmen, on ne fait pas ça. On le dit. Non, Tiananmen, c'est une protestation. D'accord. Je n'ai jamais fait une protestation dans la rue. Okay. Mais tu protestes dans le verbe. J'ai protesté dans la rue quand il y avait démocratie. Quand il y avait démocratie. Sous Soglo, il y avait démocratie. S'il n'y en a plus, j'ai protesté dans la rue. S'il n'y en a plus la démocratie au Bénin, moi je vais partir en exil. Alors, Paul-Marie Ouessou, ma question, on a beaucoup de sujets à parcourir. Oui, c'est avec les 20% pour les démocrates. Pardon? Les 20% pour les démocrates? Non, mais écoutez, moi je dis que je ne sais plus où en est ce parti, parce que vous savez, sur la base de quoi ils vont aux élections législatives? Sur la base de quoi? Vous avez quelqu'un qui a conduit le parti jusqu'à la période électorale. Et vous voyez le fiasco que ça a été. Et il ne dit rien. Et chacun s'organise. Vous parlez de qui? Ben, écoutez, le président Yahi, c'est un fiasco, sa gestion du parti, depuis 2023. C'est un vrai fiasco. Et il devrait tirer les leçons et parler. Parce qu'un général de troupes, lorsque la troupe est en difficulté, parle et donne des directives. Donc, où en est les démocrates sous le président Yahi? Il a fait des vidéos. Des vidéos sur quoi? Depuis que il est sorti pour parler du président Talon qui ne veut plus faire de la démocratie. Vous l'avez vu encore parler? Ah, peut-être que, bon, c'est vrai, j'ai été un peu absent, donc peut-être qu'il a parlé. Donc, mais un général de troupe parle. Lorsque la troupe est en difficulté, parle, sort, donne des directives, donne des indications. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui se passe dans le parti. Mais là, franchement, c'est un fiasco communicationnel. Et je l'avais déjà dit, il devrait démissionner depuis. Il démissionne, c'est vrai, nous sommes dans le processus électoral. Il démissionne, il donne les directives. Regardez en chose là, au Canada, lorsque Justin Trudeau, je crois, hein, c'était son nom, a constaté les difficultés de son parti et constaté que le parti allait perdre les élections à venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je démissionne, il donne la main, il va passer la main
Et derrière lui, c'est organisé le leadership qui va prendre le relais et le parti a gagné les élections. Donc il faut que des gens, c'est pour cela que je dis, même les acteurs les plus élevés de notre politique ne connaissent rien à la politique. C'est ça le dommage. Merci à vous, Paul-Marie Rouissou. José Agounou, pour conclure avec ce sujet-là sur les démocrates face aux 20%. Je voudrais qu'on arrive à un moment où Paul sera moins fâché, qui sera moins en colère, parce que là, il est vraiment en colère. Et je voudrais quand même, dans cette colère, remarquer qu'il a été une fois au moins d'accord avec le président Talon, qui trouvait que dans ses sorties, que la manière, sa dernière sortie, que la manière de diriger les démocrates du président Yaïbouni, que ce n'était pas la bonne voie et que ça pouvait conduire aux catastrophes. Donc, et à la catastrophe, je pense que Paul l'a remarqué tout à l'heure, donc c'est la rare fois que je le trouve d'accord avec le président Talon. Merci à toi. Et si c'est dans la colère que tu arrives à le faire, c'est aussi pas mal. Maintenant, vous savez, quand on prend démocrate, ils étaient 28 députés, d'accord? Aujourd'hui, il en reste, eux-mêmes, ils tiennent dur qu'il en reste 22. Malgré ce qui s'est passé par rapport à la modification de la Constitution au Parlement, il reste dur dans leur botte qu'il en reste 22. Donc, il n'y en a que 6 qui soient partis. Et les 22 qui restent doivent servir à quelque chose. Donc, moi, je ne pense pas que le parti soit au bord du précipice, parce qu'il y en a qui sont encore là, qui tiennent la maison. C'est par rapport à ceux-là qu'il faut les féliciter qu'aujourd'hui que le parti a pu avoir avoir les dossiers qu'il faut pour pouvoir être présent aux élections législatives. C'est une très bonne chose. Et ça peut amener quelque chose, Paul. C'est que ça peut amener ce qu'on appelle sursaut d'orgueil au niveau des démocrates. De dire, si finalement, nous sommes retenus pour les élections législatives, eh bien, moi, je vois que les autres partis doivent se méfier des démocrates. Parce que ce sursaut, et vous connaissez le peuple béninois par rapport à la victimisation. Donc, de se lever pour dire, on les a trop maltraités, du coup, on se lève pour eux. Les autres partis doivent faire attention. Donc, je ne vois pas que les démocrates, leur présence aux élections législatives soit... Pas rapport aux 20%. Pas rapport aux 20%. Oui, mais c'est ce que je dis. Surtout ce sursaut-là, peut les amener banalement à avoir les 20%. Au niveau des... C'est vrai que c'est parti... Dans les 24 circonscriptions électorales... C'est difficile au départ. Mais je dis, s'ils ont traversé tout ça, et que finalement, il arrive à être présent pour les élections législatives, ça peut aussi faire un clic dans la population et aller à leur avantage dans ce sens-là. Et si ça va à leur avantage, ce n'est plus le chef de l'État qui l'aurait dit, comme le dit Paul-Marie Rouissou, mais c'est le peuple qui aurait décidé que les démocrates puissent avoir des candidats puissent avoir des députés, et ça, c'est une bonne chose. Ils ont eu les candidats. Merci à vous, José Agounou, Paul-Marie Rouissou. Lorsque l'on se retourne vers vous pour progresser par rapport à ce débat-là, il y a également l'honorable Basile Akhossi qui, le week-end écoulé, a animé un meeting politique au profit de la candidature de Romuald Wardani pour le parti du duo Wardani-Talata. Oui, Akhossi, vous avez dit. Basile Akhossi, Léon Basile Akhossi. Ben, franchement, moi, vous savez, je voudrais être un peu juste. Et ne plus être en colère. Je suis en colère et je vais l'être parce que je suis en colère par rapport à... Regardez Basile Akhossi. On y est là. On y est, oui. On y est. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Mais il l'a dit, il avait dit ouvertement. Il a dit quoi ouvertement? Qu'il soutenait la candidature. Mais foutez-nous la paix si vous ne pouvez pas assumer vos responsabilités dans un parti politique. Non mais écoutez, s'il ne peut pas, il a assumé son choix, il n'a qu'à dégager, il n'a qu'à aller de l'autre côté. On sait clairement qu'il est là-bas. Mais pourquoi il est ici? Il fait des déclarations qui embrouillent tout le monde. Et il dit que le peuple va se mobiliser. Pour qui? Pour des gens comme ça? Pour les démocrates. Il y a des gens encore qui... Il y en a encore de vrais fameux. Non, écoutez. Il y a des gens qui écoutent encore ces gens-là. Donc, ces gens peuvent aller s'asseoir pour les écouter, vous comprenez? Puis bon, ils vont, comme d'habitude, recevoir des prébendes. Puis bon, après, ils vont aller voter pour des gens comme ça. Non, pas ces expressions, s'il vous plaît. Les acteurs politiques... C'est le mot, il ne sera pas fâché. Non, c'est une typologie d'hommes politiques. Et moi, je le dis, c'est une typologie d'hommes politiques. On ne peut pas avoir quelqu'un dans un parti
qui dit comment on l'appelle, qui sort en une période où on a une élection législative qui vient pour son parti, dit je soutiens quelqu'un qui n'est pas de son parti. Et il y a une loi qui dit, il y a une loi, la Constitution votée n'est même pas encore promulguée, mais écoutez ce que dit la Constitution votée lorsque vous êtes élu député et que vous sortez ailleurs. Donc de ce parti pour aller ailleurs, vous perdez votre mandat. Et pourtant, il fait des déclarations comme ça. Qu'est-ce que vous croyez à tout ce qu'il dit là? Donc, il sera dans les démocrates, mais un soutien de Wadaï. Mais de quoi vous voulez que moi, je crois ou que je regarde ces choses-là avec plaisir? Non, c'est bon. Vous suggérez, vous souhaitez qu'il démissionne? Non, mais écoutez, qu'il démissionne de la démocrate. Il y a une certaine, votre souhait? Il y a une certaine banalisation du mal qui est en cours dans notre pays, et lui, il est sociologue, il peut nous le dire, une banalisation du mal, ça c'est du mal, il faut le dire clairement, il faut doiter ce qui est mal, c'est du mal, vous ne pouvez pas, avec tout ce qui profile à l'horizon, être ici, il peut démissionner et aller de l'autre côté, les autres qui ont démissionné et qui sont de l'autre côté, comment on l'appelle, et qui s'affichent partout maintenant avec des agbada partout, là, quelqu'un leur dit quelque chose aujourd'hui, mais moi, ici, il n'y a que moi dans le Bénin, ils n'auront même pas une seule voix comme voix de vote. Et tout parti qui reçoit ces gens-là a perdu d'avance les élections. C'est ça, le problème. La typologie la typologie d'hommes politiques que nous avons est un mal et il faut le décrier. Il faut le décrier. Georges Anabounou, sur la même question, est-ce que vous voyez avec autant de gravité le meeting politique qui a été animé par Léon Basile Rossi? Non, d'abord, par rapport à Paul et par rapport au Parti des démocrates, vous savez, si vous passez souvent au tribunal pour le jugement d'un divorce, vous allez voir ce que je vois avec Paul. Au fait, c'est des gens qui étaient amoureux, ils ont fait une lune de miel lorsqu'ils se sont mariés, c'est les plus heureux. Et puis, paf, quelque chose arrive, un juge se sépare, ils se retrouvent au tribunal devant le juge. C'est des ennemis qui se retrouvent devant le juge. Qu'est-ce que je vous ai dit? Faites attention pour que celui qui vous aime, qui vous apprécie, comportez-vous de sorte que ça soit ainsi tout le temps. Sinon, si ce n'est pas comme ça, on va tomber dans la colère de Paul parce que je l'ai rencontré. Non, mais Georges, il n'y a pas que moi qui devrais être en colère. Vous devez être en colère. Laisse-moi parler. Non, vous devez être en colère parce que c'est ça qui nous dirige. C'est ça qui fait que nous n'avons pas d'emploi. C'est ça qui fait que les jeunes n'ont aucune orientation. Mais on chante jeune. C'est ça qui fait tout ce que nous avons dans le pays. Paul. Donc, vous devez être en colère comme moi, pas amoureux. Je suis amoureux de personne. Vous les connaissez tous, ces politiciens-là. Monsieur, je suis amoureux de personne. Et pourtant, moi aussi, j'ai décrié leur comportement même. Non. De la même manière que non. C'est-à-dire, c'est qui? J'ai parlé tout à l'heure pour dire des gens sans conviction qu'on a mis sur la liste et qui sont devenus députés, qu'on a vu ce que c'est. Ils ont fait à la fin. Paul, j'ai dit ça pas de la même manière que toi. Oui, alors, nous n'avons pas les mêmes perceptions des choses. Moi, je dois m'attaquer au réalisme. Vous savez, le choix de Paul Arossi, Léon Basile Rossi. C'est lui Paul Marie Wessou. Donc, au fait, Basile Rossi, il faut le suivre dans sa trajectoire et dans son comportement politique dans le temps. La dernière fois que le chef de l'État est sorti, il a parlé de... On a fait un budget, ils ont apporté des amendements qui ont été adoptés. Mais lorsqu'il était question de voter le budget, ils ont voté contre. Mais il y en a un qui a voté pour, c'est Paul Arossi. Basile Arossi, qui disait « Je ne peux pas être en contradiction avec moi-même dans la mesure où j'ai proposé des amendements que le pouvoir a adopté. J'ai alors l'obligation de voter ce budget-là. » C'est ça, un homme politique. Et Paul Arossi... Pas Paul Arossi, Léon Basile Arossi. Votre collègue de ce matin, on va en parler. Léon Basile Arossi. Alors Basile Arossi est aussi réaliste dans ce sens-là, je vous explique. Il est réaliste, pourquoi? Il a dit dès le départ, et d'ailleurs dans ce discours il dit, j'ai eu la primeur de la décision du choix de Koumia Wadaï. Cela veut dire qu'en dehors des relations politiques, il existe une autre relation entre eux, père et fils, en quelque chose, je dis comme ça, quand tu connais Atiémé et que tu connais Lokossa, tu pourrais savoir que des parents dans notre pays, c'est vite fait que ça arrive. Alors, le voilà en train de faire de la politique et un jour, son fils, presque, va être candidat à l'élection présidentielle. Et il dit clairement devant tout le monde, j'ai un problème.
si c'est lui, je suis obligé de le soutenir. Et dans son discours, il a tracé des éléments. Et moi, je le dis, un choix comme ça, c'est ce qu'on appelle un choix du cœur. Et comme parfois on le dit, le cœur a ses raisons que la raison même ne connaît pas. Donc, Basile Arrossi s'est retrouvé devant ce dilemme-là où le candidat est son candidat à lui. Et il dit, je ne vais pas tricher avec ma conscience, je vais vraiment le soutenir. Je vais le soutenir. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai vu certains regrets dans son discours, je n'ai pas été compris. Pourquoi veut-il qu'on le comprenne? Puisqu'on ne comprend que ce qui est logique. Donc, je n'adopte pas une logique à ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait un choix de cœur. Donc, ce n'est pas un choix de raison. D'ailleurs, Romia Wardani n'a pas encore étalé un programme. Vous savez, on le juge aujourd'hui sur le programme auquel il a appartenu. Donc, le programme de président Talon. C'est pour ça, quand Basile va devant, l'honorable Basile va devant et dit Romia Wardani n'est pas Talon, Talon n'est pas Romia. Non, Romia dont on parle là, Romia dont on parle et qui est candidat à l'élection présidentielle, eh bien, ce Romia-là est Talon et Talon est ce Romia-là. Parce que Romia n'a pas été révélé en dehors de la politique de Talon. Il a été révélé dans la politique de Talon et c'est pour ça d'ailleurs que c'est Talon lui-même, ses partisans qui ont retenu Romia comme candidat. Donc, ce n'est pas la peine de venir démontrer ce que le cœur a choisi. Et il est réaliste. Non, c'est peut-être lui, non, c'est pourquoi j'ai sa dit... perception de la chose. Non, mais, et nous devons... Parce qu'il peut-être qu'il est convaincu que si Romia Wardani prend le pouvoir, ce ne serait pas exactement... Non, c'est pas... Typiquement la démarche Talon. Non, mais il a été obligé de dire quelque chose, il faut le suivre. Il a été obligé de déclarer ça le samedi. Il a été obligé de dire à votre mercator, il paie. D'accord? Seulement que il a pris les 9 ans pour montrer qu'il y a un d'accord? Et finalement, vers la fin, il trouve qu'il y a un Tout ça aussi, c'est des choix de cœur. C'est pas forcément c'est pour ça, c'est pas des choix de raison. Il y aura des choix de raison que lorsque Romia Wardani va présenter son programme, d'accord? Pour son régime. Prenez la déclaration de Maître Adrien Ngwedji. Il a dit quoi? Il dit il est le meilleur pour pouvoir continuer ce qui se fait. Autrement dit, il est d'accord pour ce qui se fait. Prenez le président Soglo. Il a dit la même chose. Donc, aujourd'hui, on est en train d'apprécier Romia Wardani par rapport à la politique à laquelle il a appartenu, par rapport au régime auquel il a appartenu. Et c'est ça qui oblige effectivement Arrossi à dire que c'est un régime qui a fait ce qu'il a pu. Mais qu'est-ce qu'on demande à l'homme? On ne peut pas donner mieux que ce qu'on a. Donc, pour moi, et Basile Arrossi a fait un choix de cœur. Et ce choix de cœur, c'est son droit. C'est son droit. Et peut-être tenter d'expliquer ça scientifiquement, ça peut dérouter. Et ça peut donner raison à quelqu'un comme Paul. Moi, je ne l'explique pas scientifiquement, mais je trouve que c'est un choix de cœur et que le cœur, lui, il a ses raisons que la raison ne connaît pas. Que la raison ignore. Paul Maïwessou, votre opinion sur le contenu du discours? Bon, ben écoutez, je voudrais croire avec Georges que c'est un choix de cœur. Le cœur, c'est des choses privées. Ça ne se met pas dans le public pour parler. Et pour vouloir se justifier. En politique, on ne cache pas. Non, écoutez, pour pouvoir se justifier par rapport à quoi que ce soit. Lui, il n'a aucune justification. Mais alors, aucune. Écoutez, vous avez parlé de son vote pour le budget. Déjà là, il y avait problème. Et c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, cette il a fait les amendements qui ont été adoptés. Sinon, n'amendez pas. Oui, mais cette typologie de politiciens à double jeu, il faut plus regarder ça. Il faut porter les regards sur un avenir sans ces politiciens. C'est à double jeu, dans ce sens que, moi j'avais déjà commenté ça, le lendemain même du jour du vote, on a commenté ça, je crois, sur ce qui est devenu SRTV aujourd'hui. Et j'ai dit, OK, vous avez fait des amendements, vous avez proposé des amendements et on a adopté. OK. Mais le parti a dit, nous ne faisons pas ça. Et nous ne sommes pas dans un contexte comme avant 2016. Nous sommes dans un contexte où chacun marque son terrain
et garde son terrain avec foi et détermination. Et vous allez vous jeter dans ce jeu. C'est ce jeu-là qui continue maintenant. Écoutez. Je sais pas, j'ai pris note. Il faut prendre note, quoi, pour me permettre d'aller dans la fluidité de mes pensées. OK. Donc, il fait les amendements. Est-ce que c'est lui qui fait les amendements? Les amendements sont portés par son parti. Oui. Et son parti dit, à la fin, nous ne votons pas pour. C'est pas logique. Donc, ce n'est pas logique, mais à partir du moment où c'est le groupe qui dit, c'est ça qu'on appelle discipline de groupe. Maintenant, si on ne peut pas avoir... Et d'ailleurs, vous voyez maintenant que nous avons une élection législative en jeu qui vient. Il se dit, je ne sais pas s'il est sur la liste des démocrates, parce qu'il avait dit qu'il voulait être sur la liste des démocrates, mais les élections législatives arrivent. Les démocrates ont gardé un peu caché leur liste quand même. Je n'ai pas prononcé ma démission de chez les démocrates. Et j'explique que je suis allé voir le président. Il a masqué son accord. Bon, il n'était pas d'accord. Mais il a compris. C'est quelle histoire ça là? Et donc, mais parce qu'il a compris, moi, je ne suis pas. Donc, moi, je suis libre de faire ce que je dois faire. Quand on appartient à un parti politique, on n'est plus libre. Surtout lorsque l'action que vous voulez poser favorise l'autre côté, favorise les valeurs qui ont dirigé ce pays pendant 10 ans. On n'est plus libre. Et donc, il ne faut pas qu'il vienne, c'est-à-dire, comme vous le dites si bien, quoi. Il n'a pas à venir nous expliquer ou vouloir que nous comprenions quoi que ce soit. On ne comprend rien de ce qu'il fait. Il n'a qu'à démissionner, aller de l'autre côté, on le classe comme les autres, très simplement. Et il peut faire tout ce qu'il veut dans le pays. Personne ne va le gêner pour ça. Merci. Donc, mais restez couleur démocrate et prononcer des paroles qu'il prononce, ça dérange la décence, ça dérange la logique, ça dérange la morale. Merci. Il faut qu'il cesse de faire le double jeu, qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Qu'il aille de l'autre côté, personne n'ira l'appeler à la justice pour ça. Qu'il fasse ce qu'il veut faire, personne ne va le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de dire quelque chose à Sodine aujourd'hui? Mais qu'il cesse d'embrouiller les gens. C'est ça qui est le problème. Non, attendez. Et puis il dit que Avodia Quintor est non. Lui, comment lui peut parler de ça, Avodia Quintor? Quel avoir lui voit? Que le gouvernement a fait. Mais écoutez. Il a fait ce qu'il a pu. Vous pensez que c'est faux? Écoutez, vous connaissez bien le proverbe là? Avodia Quintor et Nipe. Oui. Vous connaissez ça? Reconnaît l'effort de l'autre. Bon, avoir, par quoi on reconnaît l'avoir là? Et ici, il parle du résultat. Non, je dis par quoi on reconnaît l'avoir. On reconnaît l'avoir par la vue. Oui, bien sûr. Mais lorsque le Quintor est dans l'obscurité, comment vous voyez son avoir? C'est de ça qu'il s'agit. Le Quintor est dans l'obscurité. Oui, le Quintor les actions du gouvernement sont le Quintor dont il parle. Les actions du gouvernement sont visibles. Au moins ça, Paul. Les actions du gouvernement sont visibles, Paul. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que... Donc, Georges, dites-moi, si vous me dites aujourd'hui, combien on a dépensé pour faire les monuments? Combien on a dépensé pour faire l'aéroport? Combien on a dépensé pour Claude Igbe? Combien d'argent d'État vont... Non, écoutez, je vous pose la question. Okay, si vous me dites tout ça... pose la question ici. Oui, non, c'est même pas grave, il donne des pistes, on va y aller là. Si vous me dites ça, eh bien moi, j'aurais vu le avoir. Le avoir n'est pas le matériel, parce que, n'oubliez pas, le développement, c'est les éléments tangibles et intangibles. Le développement, c'est les éléments tangibles et intangibles. Les éléments intangibles... Comment vous le savez si le Quintor ne vient pas vous dire? Et vous regardez, on a mis, si je mets une pierre ici et que la pierre coûte 2 000 et je vous ai dit que la pierre coûte 2 millions, vous savez, vous en savez quoi? Et vous me dites que voilà, Jack Quintor, moi je n'en sais rien. Je ne vois même pas le avoir parce que tant que je n'ai pas vu la totalité du avoir, je ne peux pas dire que c'est beau. Merci à vous, Paul Maïroussou. Oui, non, mais ne faites pas ça parce que Paul m'avait déjà dit, il me promettait qu'on fasse des débats sur les résultats du gouvernement actuel, du régime actuel. Apparemment, c'est comme il a trouvé le moment. Bon, il est en train non, je n'ai pas droit. On n'y est pas encore. Si on veut faire un débat sur la politique, tout ça, on va le faire. Je peux brosser comme toi. Oui, non, on peut s'en tenir à ce que nous disons. Ce qu'il est en train de dire, encore que par moment, et dans sa vérité, comme il en a l'habitude, je voulais parler de Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures, tout ce que vous voulez. Une fois, il est venu
et des tarifs que l'opposition donnait pour certains projets routiers, il est venu démontrer que ce n'est pas cela. Et il a donné le vrai prix. Attends, il a donné le vrai prix. Ce qu'on peut reprocher... Je peux y aller pour... Mais oui, justement, il fallait que l'opposition dise avant qu'il le sorte. Alors, merci. Alors, Georges, allez-y. Vous dites qu'à votre jet content. J'ai dit quand il est en colère, c'est pas bon. Donc, il y a deux choses, Paul, qu'il faut retenir, peut-être que tu es en train de l'évoquer. Il y a le résultat de l'action que j'ai menée. Le résultat que j'ai en face. Je veux construire le boulevard de la Marina, d'accord? J'ai ça comme projet, je le construis. Maintenant, combien ça a coûté? C'est ça ton problème. C'est ça ton débat. Non, ce n'est pas mon problème. C'est le problème des finances publiques. Non, c'est le problème des finances publiques. Les finances publiques n'appartiennent pas à Jacques Ayadi ou au président Talon ou à qui que ce soit. Il doit avoir de la transparence. Transparence. Oh, c'est ce mot-là qui est l'ennemi du gouvernement que nous avons. Et vous voulez que moi je dise que ce que les Béninois ont simplement remarqué, c'est qu'il y a eu chic qu'on n'a jamais eu. Chic qu'on n'a jamais eu. Qu'on n'a jamais eu dans notre pays. Non, il ne faut pas. Non, je sais que vous ne pouvez pas faire ce niveau de débat. Est-ce qu'on peut s'écouter? Je sais que vous ne pouvez pas faire ce niveau de débat. Le projet chic, est réalisé par le président Talon. Mais c'est un projet qui vient de loin. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a jamais vu, mais quelqu'un a déjà vu ça. Le projet est réalisé par le Bénin. Oui, bien sûr, voilà. Le projet est réalisé par le Bénin. Et moi, je vais te dire, quand les gens parlent, moi, je ne parle pas en l'air. Nous avons reçu celui qu'on appelle Jean Todt. Je ne sais pas si tu le connais. Jean Todt, c'est l'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière. D'accord? Il est venu dans ce pays. C'est de sa bouche que j'ai entendu pour la première fois. Quand on est allé au Chic pour aller visiter. Et quand on a fini de dire, Jean-Paul nous dit, Jean Todt nous dit, mais vous devez être heureux dans votre pays. Un hôpital comme ça, il n'y en a pas dans la sous-région. Et il nous disait même, je ne pourrais pas ces mots, hein, il dit même des pays européens peuvent vous en vouloir ça. D'accord? Attends. L'administration a une continuité. Mais il se fait seulement. Il se fait que en politique, on attribue le résultat qu'au régime qui est là au moment où le résultat est obtenu. Oui, mais Paul reste tranquille. Il faut demander à Jean Todt d'aller visiter le CNHU, d'aller visiter les hôpitaux de zone, d'aller visiter pour comparer à ce qu'il a vu. D'accord, je te dis qui est Jean Todt. Jean Todt est venu au Bénin, ici, d'accord, une autre fois, parce qu'il est dans les courses. D'accord, si tu le connais. Et il est venu quand les gens faisaient squad vers Kokotomé quelque part. Il y avait un club de moto et tout. Et il est venu pour ça. Et le ministre de la Santé l'a mené au CNHU. Et il a vu des malades par terre, des blessés par terre. Ça l'a marqué. Et chaque fois qu'on se retrouvait en réunion à l'extérieur... Attends, la même personne va progresser. La même personne. Là, vous n'avez pas vous entendre par rapport à cela et on va progresser. Oui, je viens. Alors, il y a... Non, on ne veut pas juger notre pays par les yeux ou les sentiments de Jean Todt. Non, on veut juger notre pays par rapport à ce que nous vivons jour à jour. Issa Salifou, Jean Todt, c'est Jean Todt, si vous permettez bien, on n'est pas là pour Jean Todt. Et il est venu. C'est son problème. Tu ne crois à personne. Non, moi, je ne peux pas venir en visite. Je ne peux pas aller en visite au Togo et juger de ce qu'il y a au Togo. Permettre qu'on puisse progresser, s'il vous plaît. Permettez qu'on progresse. Alors, il y a l'honorable Issa Salifou également qui a effectué un commentaire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, notamment au cours de d'une séance de sensibilisation et d'information sur la révision constitutionnelle. Paul Maïrossou, qu'est-ce que vous pensez de ces propos-là? Bon. C'est quoi? Bon, je crois que Georges va y trouver des choses à dire. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est le déroulé, c'est la suite logique du déroulé, de ce qu'il faut embrouiller les pistes. Lui, il a eu vent qu'on ne doit pas, que le régime ne changera pas demain, pas de façon démocratique, parce que les élections qui viennent ne sont pas démocratiques, il faut le dire, le pays même n'est pas démocratique. Et donc, lui, il a vent de ça, et il a déjà dit ça aux autres, et il vient nous le souffler maintenant, que oui, le pouvoir ne changera pas demain, et il se moque des autres.
Vous voyez à peu près, maintenant, c'est ceux qui sont dans le mal qui se moquent de ceux qui sont dans le bien, finalement. Moi, je ne sais pas. C'est déjà bien que Paul puisse déterminer ceux qui sont dans le bien. C'est tout ce que je dis, c'est lui qui... Nous sommes en démocratie. Les élections c'est pour ça que c'est parce que nous sommes en démocratie qu'ils puissent aussi accorder aux autres la liberté de faire ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Basile Akossi a fait un choix que moi j'ai qualifié un choix de cœur, ce qui est son droit, et essayer d'expliquer ce qu'on a fait, ça aussi c'est possible. Maintenant par rapport à Laurent Salé, d'abord vous avez parlé de la tournée d'explication. La tournée d'explication par rapport à la réforme constitutionnelle. On n'est pas intelligent tout seul et à tout moment. D'accord? En démocratie, on aurait voulu que cette tournée arrive avant. Qu'on puisse aller dire aux populations, nous proposons telle modification et voilà pourquoi nous proposons cela et obtenir l'accord. Mais, comme on le dit, il n'est jamais trop tard de bien faire. C'est ce que le gouvernement a trouvé pour dire, nous avons fait ça. Et les opposants se sont mis sur le terrain les premiers à commencer par détruire ce que nous avons fait. Par conséquent, nous trouvons la nécessité, nous aussi, d'aller pouvoir expliquer pour dire, nous avons fait ceci parce que. Je ne dis pas que ce qui a été fait est bon ou mauvais, mais je dis la démarche d'explication, elle est une bonne démarche, même si elle vient par temps. Par contre, ce que Issa Salifu a dit, il faut lier ça au fait à un discours politique. Il est dans un camp. Issa Salifu l'a dit quand il était dans le camp de Kérékou. D'accord? Pour dire, le meilleur, c'est avec Kérékou. Il a dit, quand il était dans le cas de Yahi Boni, le meilleur, c'est avec Yahi Boni. Et parce que c'est la démarche politique. Et aujourd'hui, il est dans le camp de Talon et il dit, le meilleur est avec nous. Comment on va lui en vouloir? Il dit, je suis dans un camp, le meilleur est avec nous. Et par rapport à ça, je sais que nous allons toujours réussir. Lorsque vous allez en campagne et que vous voulez parler, vous dites aux gens, la victoire est déjà dans notre camp. Non, c'est ce qu'il a voulu dire. Il faut comprendre. Peut-être qu'il a dit avec d'autres mots. Mais de manière de dire aux gens, la victoire est dans notre camp. Et quand nous allons demeurer ce que nous sommes, nous aurons toujours la victoire dans ce pays-là. D'accord? C'est de la même manière que les démocrates, quand ils vont sur le terrain, disent, la vérité est dans notre camp, comme Paul venait de le dire, pour dire qu'ils sont dans le vrai, les autres sont dans le faux. D'accord? Mais il faut reconnaître à chacun ses actes, ses droits, lorsque nous sommes en démocratie. Issa Salé, c'est d'ailleurs pas mon ami, je ne le connais pas, mais a fait un discours politique. Vous ne le connaissez pas? Bon, enfin, oui, j'entends parler de Salé. On n'est pas des amis. Donc, ce que je vais dire, il a fait un discours politique dans un contexte politique, et en politique, c'est de montrer que mon produit est le meilleur. C'est ce qu'il essaye de faire. Ça ne veut pas dire qu'il détermine les résultats des élections. Avant les élections, vous prenez le Rassemblement national en France, ils vous diront tout le temps que c'est eux qui sont dans le vrai et que les autres sont dans le faux. Merci à vous, Jean-Jacques Agolou, pour votre Je n'ai pas comme l'impression que vous avez vraiment écouté Issa Salifu. Non, je n'ai vraiment pas comme l'impression. Il n'a pas dit... Quand quelqu'un dit « nous, on va gagner les élections », ça c'est autre chose. Hein. Ce que lui, il a dit, il dit que le président est connu. Oui. Le président est connu. Parce qu'il estime que son camp va gagner. Non, il a dit même les députés sont connus. Parce que les députés, ils ont la force, ils trouvent que c'est eux qui vont gagner. Pour conclure, comme Maïwessou, nous sommes presque à la fin. Vous voyez maintenant qu'il explique bien, il défend bien les propos de la mouvance. Et quand je dis ça, vous dites... J'ai le droit d'être de la mouvance aussi, non? Je n'ai pas... Ça, tu me l'as dit pendant 10 ans. Je n'ai pas dit le contraire. Nous en sommes là. Le propos du ministre de l'Intérieur, très rapidement pour conclure. Oui, le ministre de l'Intérieur. Bon, moi, vous me permettez de ne pas... Vous voyez, il va toujours trouver que... il va toujours trouver, et tout le monde va trouver que je suis contre tout le monde. Vous voyez le mal partout. Je vois le mal partout, mais le ministre nous a parlé de voyous, nous a parlé d'un certain nombre de choses. Mais c'est le même ministre qui a donné, comment on l'appelle, quitus, enfin, c'est pas quitus, on appelle ça, n'est-ce pas, récépissé définitif à un parti qui n'a pas fait congrès constitutif. Et donc, vous verrez, vous voyez, je verrai le mal partout. C'est le même ministre qui a donné récépissé à
un parti qui n'a pas fait congrès constitutif jusqu'à la date où je vous parle. L'administration peut avoir parfois des failles. Chaque fois que ça se passe là-bas, il y a des failles. Les partis ont fait fusion. Les partis ont fait fusion, mais pour que la fusion soit un parti, ils doivent avoir fait congrès constitutif. Mais sur ce qui non, on ne va pas revenir sur ça, on a fait le débat là déjà. Mais est-ce que ce qui est dit est pertinent? Ce qui est dit est pertinent. Ce qu'il a dit, mais ils ont fini de détruire ce qu'il y avait encore comme parti de l'opposition. Donc, ils sont libres maintenant de prendre des lois pour dire maintenant si, parce qu'ils veulent asseoir un parti unique, donc si c'est parti unique que vous démissionnez, vous allez... Oui, mais si le parti est unique, est-ce qu'on a besoin de démissionner pour aller encore quelque part? Si le parti... Vous ne voyez pas la sensibilité donc, de ceux qui sont au pouvoir que nous avons. Ils vont jusqu'à dire que lorsqu'on aura adopté donc, cette constitution, il y aura trêve. Donc vous ne pouvez même plus parler d'eux. Donc cette émission-là n'aura même plus lieu. C'est de ça qu'ils... Non, elle n'aura pas lieu. Écoutez. C'est la compétition électorale qui est suspendue. Ok, d'accord. Vous savez, comme le dit l'autre, lorsqu'on est allé arrêter les communistes, personne n'a bougé. Parce que pas communiste. Non, oui, exactement. Vous n'avez pas bougé parce que vous n'êtes pas communiste. Mais lorsque ça va arriver ici, vous savez sur la base de quelle loi on va chercher les gens à l'extérieur, on les amène pour faire la prison ici. Vous savez sur la base de quelle loi... Tu mélanges tout. Non, je ne mélange pas tout. Mais écoutez, il y a un fil conducteur à tout ce qui se passe. C'est ça que vous ne voulez pas voir. Merci à vous, Paul. Georges Anagonou sur les propos. Procédement, ne m'amenez pas Paul en colère. J'arrive pas à parler. Maintenant, moi, je voudrais dire, par rapport à la déclaration du ministre de l'Intérieur, qu'au fait, il est trop optimiste. Il croit trop au test. Et il ne regarde pas les hommes politiques béninois. Au Bénin, quand quelqu'un t'explique quelque chose politiquement et que tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as encore rien compris. Parce que tout est possible. À partir de ce moment-là, que le ministre pense que, bon, les tests tels qu'ils sont aujourd'hui va permettre d'inviter. Et puis bon, le ministre, il ne parlait pas, je ne sais pas s'il parlait en tant que ministre de l'Intérieur ou s'il parlait en tant qu'homme politique. Il a pris parole publique, c'est parole publique. Ça ne peut pas être à partir de ce moment, dans la même situation d'optimisme, et qu'il est allé appeler les autres des voyous, parce qu'en réalité, les voyous aujourd'hui, on les trouve quelque part. Donc voilà, il faut pas être trop optimiste lorsqu'il s'agit des Béninois pour dire ceci, ça n'arrivera plus. Les Béninois le feront d'une autre manière et on sera ici pour constater. Parce qu'on avait pensé qu'on avait arrêté ça. En réalité, on n'a pas arrêté parce que les Béninois sont ingénieux et ils peuvent poser des actes à tout moment. Donc l'homme politique béninois, je ne lui fais pas confiance et ça fait que je trouve que le ministre a été trop optimiste et que par rapport à ça, il sera trop vite déçu quand il s'agit des hommes politiques. Merci à vous, Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Merci à Paul Marussou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Merci pour vos analyses et commentaires. Chers amis internautes, c'est sur ces mots que prend fait le débat matinal de ce matin. On se donne rendez-vous demain avec peut-être les mêmes intervenants ou d'autres pour notre sujet d'actualité. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Il faut que les gens retiennent souvent que Paul est théoricien. Il est quoi? Qu'il est théoricien. Donc le théoricien ne parle que de la théorie. En fait, il n'est jamais dans la pratique. Non, c'est taquin. Merci, Georges Anagonou, pour cette taquinerie. Vous allez la poursuivre après. C'est tout pour le débat matinal, une fois encore. Que la journée soit fructueuse à tout un chacun.